Grâce à l'idéologie du marché et à la délocalisation, la France est devenue le pays européen le plus désindustrialisé. Forum France vous propose aujourd'hui une réflexion basée sur l'avis de Claude Sicard, économiste industriel et consultant international, conseiller auprès de grandes entreprises françaises et tout particulièrement du groupe Renault. L'analyse qu'il fait de la situation économique et industrielle du pays est très intéressante, mais il faut tenir compte qu'il ne prend pas en considération la souveraineté monétaire et les contraintes imposées par l'euro et par les biais de Bruxelles par l'Allemagne, le seul pays qui profite vraiment de cette monnaie. Selon Claude Sicard, le secteur industriel français est dans une spirale descendante depuis la fin des Trente Glorieuses. L'industrie est affaiblie, la population active peu nombreuse, les dépenses sociales énormes. Avec une dette croissante, la France est devenue un pays qui vit sous perfusion. Pour l'économiste, la gravité de la situation économique du pays reste méconnue. La France régresse, sa part dans les échanges mondiaux est passée de 6,3% en 1980 à 3% à présent. Elle n'est plus la cinquième puissance mondiale, mais la septième, battue récemment par les Royaumes-Unis et l'Inde. L'économie française, depuis la fin des Trente Glorieuses, est à la peine. Chaque année, depuis 40 ans, le budget de l'État est en déficit et la dette du pays augmente. Elle est devenue considérable et atteint maintenant ses limites. Elle est passée de 21% du PIB en 1980 à 100% aujourd'hui. Les Français connaissent mal ces réalités. Ils campent sur une vision erronée de la situation dans laquelle se trouve leur pays, et le sociologue Olivier Galland nous dit d'eux, fort justement, qu'ils veulent s'enrichir et travailler moins. Une bonne partie d'entre eux sont convaincus qu'il existe un trésor caché, une illusion. Il serait donc temps de dévoiler aux Français la situation réelle dans laquelle se trouvent les pays. Les médias manquent parfois cette part essentielle de leur économie en se faisant plutôt l'écho de celles récriminations des différentes catégories sociales du pays. Quant aux partis d'opposition, ils n'ont aucun programme. L'effondrement de notre secteur industriel n'est pas seulement imputable à la crise. Le mal vient de très loin. Notre secteur industriel, que depuis Colin Clark on qualifie de second secteur de l'économie, a fondu peu à peu depuis le début des années 80, c'est-à-dire depuis la fin de la période faste des Trente Glorieuses, sans que le pouvoir public s'en émeuve. Il employait alors 6,5 millions de personnes et représentait 28% de notre PIB. Ce déclin s'est poursuivi régulièrement d'année en année, les pouvoirs publics n'intervenant pas car ils considèrent que c'était là le signe même d'une modernisation du pays, nos dirigeants se fiant aveuglément à la loi bien connue d'évolution naturelle des trois secteurs de l'économie d'un pays que leur avait enseigné Jean Fourastier, une loi qui voudrait qu'une économie moderne soit une économie post-industrielle, c'est-à-dire sans industrie. On en est donc arrivé à la situation actuelle, caractérisée par le fait que notre secteur industriel n'emploie plus que 2,7 millions de personnes et ne contribue à la formation du PIB que pour 10% seulement. La France est ainsi devenue le pays le plus désindustrialisé de tous les pays européens, la Grèce mise à part. Et l'on ne s'en aperçoit que seulement aujourd'hui, avec la crise du coronavirus. L'Allemagne a un secteur industriel qui n'a pas fondu et qui est même resté très vigoureux. Il représente 24% de son PIB. Et la Suisse, un pays que l'on ne soupçonne pas d'être aussi industrialisé, en est, elle, à 22%. Ces deux pays sont à nos portes et leur économie est florissante. Mais cela n'a aucunement ébranlé nos dirigeants dans leur adhésion aveugle à la thèse des trois secteurs de l'économie. Les conséquences de cette chute régulière de l'industrie dans notre pays sont multiples. Tout d'abord, un très fort taux de chômage. Il était de 3,5% seulement à la fin des Trente Glorieuses, chiffre qui correspond à une situation de plein emploi, et il est allé en croissant, atteignant 10% ces dernières années.
Nous avons ainsi aujourd'hui 5 450 000 personnes inscrites à Pôle emploi en tant que catégorie A, B, C et il s'y rajoute 645 000 personnes en catégorie E et 2. On se souvient que François Mitterrand s'en était publiquement montré affligé, disant pour s'en excuser « on a tout essayé ». Récemment, il y a eu un léger mieux, mais avec la crise, on est reparti vers des sommets. Il s'ensuit, mais cela n'est jamais souligné par les médias, un taux de population native qui est le plus faible aujourd'hui de tous les pays européens. Les personnes occupées à travailler représentent en France 45,7% de l'ensemble de la population, alors qu'il s'agit par exemple en Allemagne de 52,2%. En s'en référant simplement au taux allemand, on voit qu'il nous manque 4,5 millions de personnes au travail. Que font donc toutes ces personnes qui sont sans travail? Elles sont prises en charge d'une manière ou d'une autre par la collectivité et vivent à ses dépenses. La dette extérieure du pays est passée de 21% en 1980 à 100% en 2019. Il a résulté de l'effondrement de notre secteur industriel, un appauvrissement progressif du pays et curieusement cela n'a pas été vu par nos dirigeants. On ne peut pas comprendre comment cela a pu leur échapper. En effet, lorsque l'on procède à un rapprochement des données sur la production industrielle des pays de leur PIB capita, l'indicateur habituellement utilisé pour mesurer la richesse d'un pays, on découvre qu'il existe une corrélation extrêmement étroite entre ces variables. Les graphiques ci-dessous illustrent ce phénomène. Et l'on note que le coefficient de corrélation est étonnamment élevé, ce qui permet d'avancer que la production industrielle des pays est bien la variable explicative de leur prospérité. On voit sur ces graphiques que la France, avec une production industrielle par habitant de 6 900 $, a un PIB tête de 40 493 $. L'Allemagne, avec un ratio de 12 400 $, obtient un PIB tête de 46 258 $ et la Suisse, qui vient en tête dans cette comparaison internationale avec une production industrielle par habitant de 21 000 $, se retrouve avec un PIB capita extraordinairement élevé. Environ 80 000 $, le double tout simplement du PIB par tête des Français. Notre pays se trouve donc fortement pénalisé par une production industrielle anormalement faible. L'État a été contraint de soutenir le niveau de vie de la population en multipliant les emplois publics et en alimentant des dépenses sociales. On est ainsi arrivé à avoir bien plus d'emplois publics que les autres pays et un taux de dépenses sociales record de 34,1% du PIB, alors qu'il s'agit de 16% environ aux Pays-Bas et de 25% en Allemagne. La moyenne des pays de l'OCDE se situe à 20% environ et nous avons donc par rapport à la moyenne des pays développés 261 milliards d'euros de dépenses sociales de trop. Là encore, cela n'est jamais relevé par les observateurs de la vie économique du pays. Pour financer des dépenses publiques de plus en plus élevées, l'État s'est vu contraint d'accroître régulièrement les rentrées fiscales, les fameux prélèvements obligatoires des économistes, et ceux-ci sont passés de 30% du PIB en 1960 à 48,4% actuellement, en sorte que notre pays détient maintenant le record mondial des prélèvements obligatoires. Cette très lourde fiscalité a asphyxié peu à peu le pays. Et autre phénomène préoccupant, l'accroissement régulier de l'endettement de l'État. Malgré des prélèvements obligatoires considérables, les recettes fiscales se sont trouvées chaque année insuffisantes et l'État a été contraint de recourir année après année à des emprunts pour boucler ses budgets. Cela dure depuis 40 ans maintenant. Le niveau d'endettement du pays n'a donc pas cessé de croître et la dette extérieure du pays est ainsi passée de 21% du PIB en 1980 à 100% en 2019.
Avec la crise du Covid-19, on sait qu'elle se trouvera portée à 120% en fin d'année. La France est ainsi devenue un pays qui vit sous perfusion, celle-ci étant alimentée à la fois par des emprunts nouveaux chaque année et par des prélèvements fiscaux excédentaires. Nous avons, dans un article précédent, évalué à 350 milliards d'euros la perte de richesse due à l'affaissement anormal de la production industrielle du pays. Et cette estimation est certainement pas trop conservatrice. Cet appauvrissement du pays, appauvrissement qui explique d'ailleurs la jacquerie des Gilets jaunes qui a éclaté en novembre 2018, a été compensé par des recours à l'endettement qui ont oscillé entre 80 et 100 milliards d'euros chaque année et par des prélèvements obligatoires excédentaires de quelques 250 milliards d'euros environ chaque année. Dans cet enchaînement pernicieux de facteurs liés les uns aux autres, comme nous venons de l'indiquer très schématiquement, les entreprises non guère étaient épargnées. Elles aussi ont été soumises à une pression fiscale excessive qui a nui à leur compétitivité. Une étude récente du ministère de l'économie ayant pour auteurs Yves Dubief et Jacques Lepape indique que les impôts de production en France se montent à 3,2% du PIB alors qu'il ne s'agit que de 0,47% seulement en Allemagne. L'Institut Co-Rexecode affirme ces chiffres et évalue à près de 80 milliards d'euros les différentiels des charges existants entre les entreprises françaises et leurs concurrentes allemandes. Cette spirale descendante que nous venons de décrire doit être arrêtée. Les pays ne peuvent pas continuer à recourir chaque année à 80 ou 100 milliards d'euros d'emprunts supplémentaires, ni maintenir indéfiniment sur l'ensemble du pays une pression fiscale aussi élevée, car elle décourage les initiatives et ruine la compétitivité des entreprises. Il va donc bien falloir reconstruire l'économie du pays, comme notre président dans son discours à la nation du 14 juin en avait effectivement manifesté la volonté. Malheureusement, comme vous le faites remarquer, il n'en a plus été question dans son entretien du 14 juillet. Il a simplement parlé d'une relance de l'économie en précisant qu'il allait s'agir d'une relance industrielle, écologique, locale, culturelle et éducative. Et pour satisfaire les écologistes, dont on a vu la forte montée aux dernières élections municipales, il a précisé à leur attention « Moi, je crois à cette écologie du mieux, pas à cette écologie du moins ». Voilà donc l'écologie, placée à présent au cœur des préoccupations gouvernementales. Emmanuel Macron allant jusqu'à avancer « On peut en France redevenir une grande nation industrielle grâce et par l'écologie ». La relance est une chose, c'est un phénomène passager, et la restructuration de l'économie du pays est une affaire de toute autre nature. La relance nécessite de simples mesures de stimulation de la demande et le soutien momentané des entreprises en difficulté pour les aider à traverser une mauvaise passe. La restructuration de l'économie d'un pays est quelque chose de bien plus difficile, car cela nécessite que l'on remanie la structure de l'appareil de production et que l'on modifie l'environnement des entreprises. Les projets de reconstruction de l'économie du pays annoncés en fanfare le 14 juin dernier restent donc à élaborer, mais nul ne sait en quoi il va consister ni comment on va pouvoir procéder. On sait que ce sera extrêmement difficile, car il faudra, pour remettre l'économie du pays d'aplomb, changer un nombre considérable de lois et de règlements, notamment au plan fiscal et en matière des droits du travail, et les opinions publiques n'y ont pas été préparées. Les raisons pour lesquelles notre économie va mal résultent d'une erreur de pensée de nos dirigeants au lendemain de la période faste des 30 Glorieuses. Ils avaient tous été formés à la même école et ils avaient tiré comme conclusion des travaux du fameux statisticien Jean Fourastier la conclusion qu'une société moderne n'a plus d'industrie. Elle passe automatiquement, leur avait-on dit, du secteur primaire, l'agriculture, au secteur secondaire, l'industrie, puis du secteur secondaire au secteur tertiaire, les services, en sorte qu'une société moderne n'aurait plus de secteur industriel. Mais tel n'est pas le cas.
car une société moderne conserve comme moteur son secteur secondaire. Celui-ci alors emploie moins de personnel que précédemment, mais il s'agit d'une industrie hyper-industrielle où la numérisation et l'intelligence artificielle jouent un rôle déterminant, avec des emplois qui sont devenus à très forte valeur ajoutée. Jean Fourastier n'avait pas pu prévoir cela. Nous rappellerons donc ci-après par quel enchaînement fatal notre machine économique en est venue à se trouver paralysée. Dans tous les pays, la production industrielle continue à jouer un rôle moteur. Il existe, on va le voir, une corrélation extrêmement forte entre la production industrielle des pays et leur PIB habitant. Le coefficient de corrélation est extrêmement élevé et l'on voit ainsi pourquoi la France, du fait qu'une production industrielle particulièrement faible, a un PIB par tête modeste. D'une façon tout à fait inattendue, c'est la Suisse qui ressort comme ayant les ratios de production le plus forts et il en résulte tout naturellement un PIB par tête extrêmement élevé, le plus fort de tous les pays européens. La France a un taux de population active extrêmement faible et c'est un handicap sérieux pour notre économie. Il manque dans notre secteur industriel pour le moins 1 800 000 personnes. Et si ces emplois existaient, le secteur des services s'en trouverait renforcé de 3 600 000 postes supplémentaires, les économistes considérant qu'un emploi dans le secteur secondaire génère 2 emplois dans le secteur tertiaire. Il n'y aurait donc ainsi plus de chômage en France. Cela est simple à comprendre mais n'est jamais expliqué. Pour remédier aux dégâts causés par la grave désindustrialisation du pays, l'État s'est trouvé contraint, et il a fait chaque année, d'accroître ses dépenses sociales. Aussi, on est arrivé maintenant à ce qu'elle atteigne de montants tout à fait considérables. Elle s'élève à 31% environ du PIB, alors que la moyenne des pays de l'OCDE est à 21% environ. En Suisse, il ne s'agit que de 16% et en Allemagne de 25%. Si on voulait le ramener au taux moyen de l'OCDE, il faudrait le réduire de 261 milliards d'euros. Les dépenses sociales n'ont pas cessé de gonfler les dépenses publiques et elles en sont venues à représenter un peu plus de 58% de celles-ci en 2018. Pour boucler ces budgets, l'État s'est trouvé contraint de s'endetter un peu plus chaque année, malgré l'accroissement régulier de ce que les économistes appellent les prélèvements obligatoires. Des prélèvements qui en sont arrivés à être maintenant les plus élevés de tous les pays européens. Et les entreprises, malheureusement, ont été mises à contribution, bien plus qu'il n'aurait fallu, en sorte que notre secteur productif depuis des années a cessé d'être compétitif. Et ces phénomènes a tout particulièrement affecté les entreprises industrielles qui ont à se battre sur les marchés mondiaux. Les intérêts de la dette publique constituent, il faut le noter, un poste supérieur au budget de la défense nationale. Le marge de manœuvre de l'État est en réalité extrêmement réduit. Tel est l'état dans lequel se trouve notre machine économique. La croissance est tirée par la consommation et celle-ci est alimentée par la dette extérieure. Si l'on renonce à croître la dette, on n'a plus de croissance. Et si l'on veut qu'il y ait de la croissance, il faut consentir à augmenter la dette du pays. L'État n'a plus aucune marge de manœuvre et Emmanuel Macron s'est trouvé contraint par conséquent de changer de discours en ce qui concerne le déficit du budget de l'État qu'il avait promis de ramener à 0,3% du PIB en fin de mandat. On l'a vu déclarer à l'hebdomadaire The Economist, auquel il donnait en anglais un entretien. Le combat sur les 3% est un combat du siècle passé. Et il a renoncé à supprimer les 120 000 postes dont il voulait alléger les effectifs de la fonction publique. Les dépenses publiques, constituées à près de 60% par des dépenses sociales, sont politiquement impossibles à réduire. Elles sont, pour une très bonne part, les conséquences de l'amenuisement drastique de notre secteur industriel qui n'est plus qu'à la moitié de ce qu'il devrait être. Comme on l'a dit, la France est aujourd'hui le pays qui, en Europe, est le plus désindustrialisé, la Grèce mise à part.
Si le pays voulait se redresser, il faudrait qu'il parvienne à remonter son secteur industriel à 17% ou 18% au moins du PIB, alors que l'on est tombé actuellement à 10%. Mais pour y parvenir, pour autant que l'on se fixe cet objectif, il faudra au moins une vingtaine d'années. Et encore en mettant des bouchées doubles, car maintenant la Chine est là. L'économie française se trouve dans une impasse avec la crise et le Premier ministre Jean Castex a proposé la mise en place d'un nouveau commissaire général au plan, une structure disparue depuis 2006. Pour Claude Sicard, il va falloir qu'un nouveau commissariat général au plan, CGP, soit mis en place et qu'il s'attelle rapidement à la tâche. On ne parviendra pas à reconstruire le pays autrement. Cela a résulté du fait que l'on a changé de modèle, comme Jean-Louis Beffat l'a expliqué dans son ouvrage « La France doit choisir ». On a abandonné notre modèle traditionnel qu'il a qualifié de commercial industriel pour adopter le modèle anglo-saxon libéral financier. Ceci s'explique par la mondialisation et la poussée du libéralisme. En fait, notre pays n'a pas vraiment viré vers le libéralisme. Il a opté pour un système mixte dans lequel l'État intervient toujours beaucoup dans la vie économique du pays. On a donc fait une erreur en abandonnant le CGP. C'était un organe d'étude, de réflexion et de concertation, bien plus qu'un organe de planification. Et le mot plan ne signifiait nullement d'ailleurs une planification contraignante et autoritaire à la mode soviétique. Il s'agissait simplement d'une planification indicative qui traduisait les grandes options stratégiques de la puissance publique. Il faut donc en revenir à un tel système. Il y a de ces terres qui nécessitent une action urgente de la part de l'État. La construction automobile, l'agroalimentaire, la construction aéronautique et spatiale, ainsi que l'industrie du luxe. La France, dans le secteur du luxe, est leader au plan mondial et c'est un secteur qui se remettra sans doute plus facilement de la crise. Il va donc falloir soutenir plus vigoureusement les trois autres filières. Il faudrait également placer le pays au cœur d'une industrie européenne de l'armement, secteur dans lequel nous disposons de beaucoup d'atouts. Tout d'abord, l'industrie automobile était déjà en difficulté avant la crise actuelle. Pour deux raisons. Le fait que le marché européen soit entré dans une phase de croissance zéro et la mutation rapide forcée vers les véhicules électriques où la batterie représente 40% de la valeur d'un véhicule, un composant clé qui nous vient de Chine. Quant à la filière agroalimentaire, battue à l'exportation depuis quelques années par les Hollandais et les Allemands, elle était en difficulté bien avant l'arrivée du coronavirus. Il va donc falloir vigoureusement aider ceux de ce terre clé à se restructurer. Quant au secteur aéronautique, il va devoir passer la crise, étant entendu que la reprise sera très lente. Le secteur automobile est, de quatre secteurs clés, les plus préoccupants. Les Français, selon un sondage effectué en août dernier pour BFM TV, se disent à 64% pessimistes sur l'avenir de notre société. Ils ont raison de l'être, mais encore faudrait-il qu'ils prennent conscience d'ici car qu'il va leur falloir beaucoup à rabattre sur leurs exigences.